Bonjour à toi, cher spectateur, et enfin, Pixar revient dans les salles de cinéma. Pixar qui nous offre un nouveau projet qui était tout de même assez attendu, un projet surprenant par son pitch et aussi par le choix de son esthétique. Parlons donc d'Élémentaire, réalisé par Peterson. Et alors l'histoire, nous allons suivre Flamme, une jeune fille qui a grandi dans la ville d'Element City, une ville dans laquelle la terre, l'air et l'eau semblent vivre en parfaite harmonie et où le feu semble être un peu mis de côté, et comme par hasard, vous vous en doutez, elle fait partie de la communauté du feu. Et un jour, par pur hasard, alors qu'elle a pété une durite dans la boutique de son père, elle voit débarquer dans sa vie Flack, qui est un élément de l'eau, et les deux vont commencer à lier une petite relation ensemble. Et vous, pour en parler avec moi, vous vous en doutez bien, mon expert Disney is already back. Comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, parce que ça fait à peine un petit mois qu'on s'est quitté. Oui. Avec un remake qui était... voilà. Je dirais mi-figue, mi-raisin. Oh, c'est bien résumé, c'est bien résumé. Moi j'aurais dit mi-flaque, mi-océan, mais je valide aussi Ça celle-là. marche aussi. Et donc on se retrouve pour parler du nouveau Pixar. Pixar donc qui arrive quasi tout pile poil un an après le dernier qui est sorti au cinéma, c'est-à-dire Buzz l'éclair. C'est ça. Qui était quand même une grosse question en fait sur la partie créative de Pixar, dans le sens où on se demandait s'ils n'étaient pas un peu en train de tourner en rond et de peut-être vouloir un petit peu surfer sur quelque chose qui n'était pas forcément fait pour eux. Du coup, moi personnellement, j'ai découvert la bande-annonce très tardivement de Élémentaire. Je me suis dit, il y a une idée, faut voir ce que ça donne. Ça peut être un pitch intéressant. Sachant que c'était le retour en plus à la réalisation de Peterson qui s'était occupé du Voyage d'Arlo. Voyage d'Arlo qui est un Pixar qui était surprenant à l'époque et qui faisait partie de cette vague temporalité où Pixar s'était dit vas-y on tente de faire 2 films tous les ans. Ouais. Et où ils ont rapidement abandonné parce qu'il y avait un film sur 2 qui était un peu foiré. Pour certains, Le Voyage d'Arlo n'était pas un grand film. De mémoire, à l'époque, j'avais dit que c'était excellent, voire même qu'on était quasi proche du chef-d'œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, je reverrai peut-être mon enthousiasme à la baisse parce que j'en garde un très vague souvenir du Voyage d'Arlo, donc comme quoi. Mais donc en tout cas on se retrouve avec cette proposition de cinéma qui est très personnelle pour Peterson puisque c'est des thématiques qu'il a connues étant fils d'immigrés et ayant débarqué aux États-Unis avec une certaine attente de la part de ses parents de la culture américaine. Je ne vais pas plus m'étendre sur le contexte et je vais tout de suite me tourner vers toi. Renan, qu'as-tu pensé d'Élémentaire? Alors, moi le projet ça fait un moment que je le connais parce que je suis sur des forums Disney donc forcément. Moi dès les premiers artworks j'avais le donc ça m'intriguait beaucoup parce que je me suis dit on est un peu dans un, visuellement du moins, on est un peu dans cette vague de films comme Soul, Vice Versa, tout ça. Et donc pour moi je me suis dit bon bah ça y est, enfin on a un nouveau film dans cette trempe là. Et non, du coup. Visuellement oui, mais scénaristiquement pas du tout. On n'est plus du tout dans le côté un peu psychologique, on est dans une histoire qui est très terre à terre, dont les thèmes sont relativement universels, parce que moi j'ai tout à fait reconnu aussi les thèmes de l'immigration, même en France, hein, ça marchait aussi très bien. Juste un petit manque de subtilité dans le fait que justement quand Pixar fait de la métaphore, ils le font généralement de manière à ce que ça soit pas trop évident et que ça puisse quand même être sujet à une deuxième lecture, etc. Là c'est clairement, ça se voit comme un au milieu de la figure. Et mon gros problème c'est le personnage principal que je trouve absolument pas attachant du tout, contrairement à Flack que lui par contre j'ai trouvé plutôt sympa, malheureusement pas très bien servi au niveau de la voix, mais ça ce sera un débat voilà. Au niveau de la fin de la vidéo, mais oui. Mais du coup c'est un film qui pour moi tombe un peu autant, en fait j'étais plus focalisé sur toutes les trouvailles visuelles, les gags visuels aussi liés aux éléments, etc., plus que par le scénario qui pour moi était un peu convenu. Par moments on avait l'impression que les personnages réagissent exprès pour que le scénario avance dans une direction ou une autre, et qu'il y avait sans grande cohérence, et du coup j'ai trouvé que c'était un peu bancal. Ouais. Je serais moins piquant que toi, je dirais. Moi de mon côté en fait je trouve qu'on est sur un Pixar qui se tient mais qui ne se dépasse pas. C'est un Pixar qui ressemble malheureusement
à ce que pouvait livrer Disney à une époque, c'est-à-dire des bons films, des films sympathiques devant lesquels on ressort avec une bonne petite banane, on a l'impression d'avoir vu une histoire convenue, mais où on se dit c'est pas grave, c'est quand même divertissant, c'est quand même entraînant. Mais c'est vrai que en tant que Pixar, on a une vraie attente parce qu'on sait que Pixar est capable de livrer des trucs qui sont profonds, qui sont forts, qui sont émotionnellement très abrupts mais aussi très doux. C'est des films qui arrivent autant à nous faire ressentir des émotions souvent complexes, mais également à nous faire ressentir des émotions simples, à nous transmettre de la joie, de la tristesse. Et c'est vrai que là, on est sur un film qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus classique aussi. Tu l'as très bien évoqué au niveau du scénario. Moi, j'utiliserais le mot classique, mais je peux comprendre que tu y vois quelque chose de trop factice, dans le sens où on a vraiment l'impression que tout est surfait, surligné et amené de manière un peu convenue. Ouais. Genre vraiment, il faut faire avancer le scénar, comme tu l'évoquais bien. Mais après, ouais, la mise en scène se tient vraiment bien. Je trouve qu'il y a un vrai travail de graphisme, d'esthétique, et qu'il y a un très joli jeu justement autour des éléments qui est très bien fait. Et après, cette histoire, je l'ai trouvée entraînante. Comme avec toi, j'ai eu moins d'empathie pour Flamme que pour Flack. Flack étant un personnage qui, je trouve, est tellement expansif, tellement généreux et tellement touchant que forcément, on a envie d'avoir plus d'empathie pour lui. Flamme reste quand même un personnage qui a une vraie complexité, je trouve, dramatique par rapport à son lien familial, notamment avec son père, et par rapport à la complexité, on va dire, de l'évolution et du poids de l'héritage qu'elle porte sur ses épaules, parce qu'elle porte vraiment une forme d'héritage dans le sens où son père a quitté sa communauté pour venir s'installer à Element City et pour justement s'y implanter pour que sa fille ait de meilleures chances en fait de survie, tout simplement. Donc cette partie-là est intéressante, mais après c'est vrai que c'est mêlé à une base dramatique où je reprocherais un peu les mêmes éléments qu'on avait pu reprocher à Encanto, cette sensation en fait qu'il n'y a pas vraiment de poids dramatique tout du long du récit et qu'on laisse un peu les personnages divaguer de bout en bout et que vaguement à la fin il y a quelque chose qui se passe, sans spoiler, mais que du coup tu as un peu l'impression que ça amené à la truelle parce qu'il faut amener un élément de retournement de situation finale qui va faire en sorte de faire switcher les héros. Ouais, ce passage-là, où c'est un peu ce que je disais sur un autre passage du film, où j'ai l'impression que Flamme, elle a des réactions où je me dis, mais pourquoi en fait Et d'ailleurs, ça joue beaucoup dans l'attachement d'un personnage, c'est quand tu comprends pas ses réactions, forcément tu peux pas. T'es paumé. Tu peux pas. Et en fait, à plusieurs reprises, elle a des réactions, elle fait, mais pourquoi elle réagit comme ça là, tout va bien, d'un seul coup, elle s'énerve pour rien, et puis là. Tout le film, on te la présente en train de vouloir quelque chose, et puis finalement, vraiment, la toute fin, quasiment 5 minutes avant la fin, ah bah non, elle veut autre chose. Mais tout le but du film, en fait, tout le but de son aventure, en fait, bah il tombe comme ça, en mode, bah non, finalement, je veux faire ça. Et tu te dis, mais pourquoi en fait ça n'a pas été amené plus progressivement? Ah bah ça, c'est une question, monsieur. Enfin, on en parlera peut-être plus en détail en parlant du scénario, je pense. Et bah je te propose de plonger tout de suite dedans. Donc scénario à la base qui part d'une histoire de Peterson, qu'il avait écrit à Brendan Hussey. Ensuite, ils ont réécrit ça avec Kate Lickle et John Oberg. Ça fait plaisir de revoir beaucoup de noms dans un Disney. C'est vrai que les derniers Disney dont on avait parlé, on s'était retrouvé à évoquer finalement très peu de scénaristes. On a à nouveau pas mal de gens qui bossent à l'écriture. En fait, c'est paradoxal parce que 4 scénaristes pour livrer une histoire aussi classique, c'est un peu surprenant. Après, ce qu'on peut pas reprocher, c'est que dans son classicisme, il y a, on va dire, une exécution globale de l'écriture qui est vraiment très cohérente, très bien faite, et qui certes va avoir des points qu'on peut remettre en question, mais qui a quand même un point Z, et on a plein de points de passage dans lesquels on arrive à passer assez facilement pour arriver à cette conclusion. Mon grand problème, sans encore une fois spoiler, c'est que j'ai vraiment eu la sensation, et ça a été confirmé, que les 10 dernières minutes sont rushées, mais alors c'est terrifiant. Ouais. Les 10 dernières minutes, il se passe trop de choses parce qu'on se dit, il faut arriver à la fin. Ils se sont dit, on prend pas le risque de faire comme vice versa un film de 2 heures, on se contente de faire un film de 1h40 et ils ont bâclé la fin. Et je trouve vraiment que la fin est bâclée et n'a pas l'impact émotionnel et dramatique que devrait avoir ce type de récit face à nous. Je trouve ça un petit peu dommage. Exactement, c'est même pas l'impact émotionnel que moi j'attends d'un Pixar, parce que s'il y a un truc à chaque fois que quand je regarde un Pixar au cinéma ou même sur Disney+, bon malheureusement, à chaque fois je me dis c'est dingue comme ils arrivent systématiquement à te faire ressentir les choses, que ce soit le stress, la peur ou même la tristesse,
Enfin, je pense que Le Voyage d'Arlo, par exemple, moi je fais partie des gens qui ont moins aimé le film, mais il y a le passage triste du film, il marche, mais du tonnerre. Ah bah il fait mal en plus. Hein. Et en fait, là, dans Élémentaire, qui est pourtant une histoire d'amour, eh ben je l'ai pas ressenti. Et je me suis dit, ils ont pêché là-dessus, mais probablement parce qu'il y a ce problème d'écriture de Flamme qui fait que j'arrive pas à comprendre ses réactions, j'arrive pas à comprendre son... Et en fait, tout le film est construit de manière à ce que, mais on nous le montre dès le début, quand elle est petite, elle veut reprendre la boutique de son père, et ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui est important pour elle, Tout à fait. et pas forcément imposé. C'est-à-dire que oui, il y a le père qui est content, etc., donc elle veut lui faire plaisir, etc., mais on a l'impression que ça lui fait plaisir aussi à elle. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce retournement de situation où bah, finalement elle n'a plus envie, et tu te dis, mais ça sort d'où? Si encore dès le départ on nous avait mis le doute sur le fait que en fait elle a pas trop envie et que du coup c'est le père qui insiste, j'aurais mieux compris. Alors après il y a effectivement son caractère impulsif, c'est ça ce que j'allais dire. Elle s'en sort pas très bien avec les clients du magasin de son père, mais elle reste malgré tout, elle a envie de faire ses preuves et d'y arriver, donc on sent qu'elle a envie de se dépasser pour le faire. Alors que si elle avait vraiment pas envie de prendre le magasin, elle irait peut-être pas à ce point-là dans le... Enfin, j'ai trouvé il manquait un truc, il manque peut-être une ou deux... je pense que peut-être... bouts de scène qui pourraient amener à ça. Alors j'irai pas forcément dans ta direction parce que pour moi je considère qu'en fait le côté elle veut reprendre la boutique c'est un poids culturel. C'est vraiment, c'est très archétypal par contre comme poids culturel, mais c'est ce poids culturel que tu as dans beaucoup de films où genre il y a l'obligation de reprendre la boutique parce qu'on t'a demandé toute ta vie et on t'a dit toute ta vie tu vas reprendre la boutique, c'est toi qui vas t'occuper de ça. C'est un élément on va dire très classique, c'est pour ça que j'utilisais le mot classique tu vois en introduction. Pour moi Flamme c'est l'archétype de l'héroïne qui est formatée par ses parents pour aller dans une direction et qui découvre par le biais d'une rencontre que finalement elle aime autre chose, qu'elle a envie de découvrir de nouveaux horizons et qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas que la boutique de ses parents, il n'y a pas que ce que son père lui a dit qu'elle ferait toute sa vie. Et pour le coup, je trouve que le côté entre guillemets un peu asocial qu'elle peut avoir dans le sens où dès qu'il y a un peu trop de monde autour d'elle, elle va tout de suite paniquer, elle va devenir très expansive, elle va ressentir trop de choses et elle va exploser. Moi j'ai bien aimé cette partie-là parce que si ça ne nous fait pas comprendre directement qu'elle ne veut pas reprendre la boutique de son père, ça nous induit aussi qu'elle n'est potentiellement pas faite pour ça. Et j'avoue que d'un point de vue émotionnel, vraiment, c'est la partie pour le coup qui je trouve est la plus intéressante. D'un point de vue émotionnel, ça nous met un doute sur sa capacité à reprendre cette boutique. Donc en tant que spectateur, on se dit pas pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas, pourquoi est-ce que lorsqu'elle demande à ne pas reprendre la boutique, pourquoi on se demande pourquoi elle fait ça. On se dit simplement, c'est bizarre, elle n'a pas l'air à sa place. Et si elle n'est pas à sa place, pourquoi moi je me demande ça? Et du coup, tout le parcours dramatique, c'est justement de se questionner en tant que spectateur sur si j'ai identifié ça sur cette protagoniste, il doit y avoir un élément qui va la faire basculer. Élément qui arrive au fur et à mesure du récit. Peut-être pas, encore une fois, de manière très subtile et de manière à droite, notamment dans ce repas familial où d'un seul coup ça pop un petit peu de nulle part, elle se met à avoir un talent. Même si ça nous a été un peu évoqué par le biais d'une petite sucette qu'elle fait en début de film. Là c'est pareil, le talent est pas amené comme étant un talent. T'as l'impression, en fait, c'est tellement amené de manière comment naturelle, instinctive. C'est tellement amené de manière naturelle, comme si c'était juste un truc que les êtres de feu faisaient normalement, en fait. Même si on voit que elle le faire, c'est pas montré comme étant un talent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas son père qui dit « Oh, tu fais ça vachement bien » ou il n'y a pas quelqu'un qui la complimente avant. Et parce que justement, encore une fois, il y a ce problème culturel. Mais là, on reste vraiment sur un élément en fait, qui, pour moi, c'est vraiment important en fait dans le scénar, cette partie culturelle. C'est plein de tout petits éléments, vraiment juste une réplique par-ci par-là, qui manquent et qui permettent d'amener plus facilement cette transition. Qui, moi, du coup, pour le coup, je me suis dit, mais à aucun moment, j'ai eu l'impression, parce que même si elle a la pression culturelle, même si elle a... dans la plupart des films qui traitent de cette thématique-là, parce que c'est loin d'être le premier, il y a toujours un élément où tu sens que la volonté du personnage n'est pas totalement... où on sent quand même qu'il y a un poids qui lui... Comment dire, qui lui est imposé et qui est pas quelque chose que... Enfin là elle est formatée, ok, mais elle est pas... À aucun moment on sent que c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. C'est ça que je veux dire, elle n'est pas à sa place, oui, mais en termes de volonté de ce que je veux faire dans ma vie, etc., il n'y a aucun moment où elle a l'air de flancher sur ce côté-là. On sent qu'elle est vraiment... Et en fait, il manque peut-être juste une ou deux répliques à deux endroits, un ou deux endroits, tu vois. Vraiment un tout petit truc qui juste met dans la direction que, ok, on sent qu'elle
qu'elle est pas tout à fait à sa place et qu'elle aimerait peut-être changer les choses ou tu vois. Alors moi je le vois vraiment comme relié du coup à l'aspect culturel que Peterson avait envie de mettre en relief, dans le sens où le poids culturel c'est pas forcément quelque chose que tu vois comme une obligation mais que tu vois comme une logique en fait de vie. Et je trouve ça intéressant justement dans le traitement ici du personnage de Flamme. Encore une fois, Flamme n'est pas un personnage qui est purement affectif, c'est pas une héroïne dans laquelle on va avoir une profonde empathie, c'est plus une héroïne qu'on va vouloir suivre et qui par le biais de Flack devient quelqu'un d'empathique au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Je trouve que c'est d'ailleurs la grande réussite, c'est que Flack est l'exemple type et un peu l'archétype du personnage qui n'a aucun défaut en surface, qui est pourtant bourré de fêlures parce que c'est quelqu'un qui chiale tout le temps, qui est peureux, qui assume pas une partie de ses choix, mais qui est un grand romantique dans l'âme et qui a la famille parfaite, on va pas se mentir au vu de certains membres de sa famille qui sont extrêmement attachants, mais je trouve que du coup, le fait de combiner ces deux personnages qui sont supposés être des opposés, donc les opposés s'attirent, c'est de manière très intelligente amenée d'ailleurs et c'est la métaphore principale en fait de tout le scénario, je trouve que cet élément-là combiné à la logique culturelle, combiné au poids de l'héritage, combiné à tous ces éléments-là, je dirais pas que ça fait un triangle parfait, mais ça fait un petit truc qui se tient et qui du coup fait que, même si je vois ton point de vue, je me dis que peut-être faut pas rester limité à cette sensation qu'il manque une réplique, parce que j'ai peur que si tu vois il y avait eu une réplique supplémentaire ou un truc qui surligne un peu trop le fait qu'elle a un doute, genre oh là là je ne sais pas si je veux reprendre la boutique de mon père ou des trucs comme ça, en sachant que constamment on a limite des regards caméra ou presque elle est en train de faire des je sais pas si je veux reprendre la boutique. Je pense que si on avait rajouté des répliques ça aurait été trop. Et là, on se serait plaint en fait que le film surligne son message. Ouais. C'est mon grand risque Après, en fait dans ce genre de récit. Peut-être rendre la progression un peu plus fluide. Ah par contre oui, Parce ça que c'est du clair coup, et net. effectivement, ça- Par contre on voit les étapes. Le moment où en fait elle prend cette décision tombe, bah, c'est pendant le fameux dîner, avec justement le fameux don qui arrive, ce don qui n'a pas été vraiment présenté comme un don pendant tout le film et qui d'un seul coup devient un don au point que ça soit une motivation pour changer de cap. Et là où tu te dis justement il manque une fluidité dans la progression. Et en fait je pense que c'est ça, c'est peut-être pas une ou deux répliques mais peut-être je sais pas, Des scènes transitoires. Des scènes transitoires qui amènent un peu plus fluidement, ça existe le mot, De manière fluide. ouais, qui amène un peu plus de manière un peu plus fluide ce changement de direction du personnage, où là ça tombe vraiment d'un coup et tu te dis mais c'est pas amené en fait. Ah, je te dirais qu'on a des petits éléments quand même. Je pense qu'il y a un barrage notamment qui est colmaté, qui est un petit premier élément finalement de ce talent en fait. Mais voilà. Ouais, mais comme je te dis, c'est à aucun moment on le présente comme étant un talent spécifique à ce Après, personnage. parce que c'est supposé être un petit peu glissé de manière pareil avec la sucette. Tu vois, encore une fois, Ouais, on ouais. est vraiment sur cette idée que Mais c'est pas trop, c'est mais ce que c'est je veux juste, dire. c'est juste C'est assez en ce fait. que je voulais dire. La manière dont ce talent est amené, en fait, il n'y a pas aucun moment personne dans son entourage lui fait un compliment dessus parce que ça semble pas être un truc qui est unique. Est-ce qu'encore une fois, on n'est Même pas s'il sur... n'y a que elle qui le fait. Mais justement, est-ce qu'encore une fois, on n'est pas sur le problème que vu que l'aspect culturel l'enferme à justement reprendre cette boutique, est-ce qu'elle veut pas prendre trop de place avec ce talent parce qu'elle a peur qu'on la juge et qu'on lui dise potentiellement qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce que la plupart des artistes ont comme crainte. Probablement. En termes de mise en scène, donc Peterson utilise un graphisme qui est, je trouve, différent d'Arlo, dans le sens où c'est pas les mêmes textures, et puis Arlo était quand même un projet de cinéma qui mixait deux choses qui étaient quand même très opposées, c'est-à-dire des dinosaures très cartoon, mais par contre des éléments de décor et un travail autour du végétal et du naturel qui était hyper réaliste et qui était limite confondant par instant. Et là on va dire que même s'il y a cette même logique dans le travail des éléments, notamment le feu et l'eau, il est quand même dans une optique de vouloir faire quelque chose de vraiment forcé en termes de cartoon. Oui. Je veux dire que ça soit au niveau des coupes de cheveux des personnages, au niveau du faciès et au niveau de la manière avec laquelle ils sont construits. Même leur façon de bouger, c'est très cartoon, c'est très gaguesque. Moi personnellement j'ai trouvé cette esthétique assez jolie, sans être forcément révolutionnaire. En fait c'est ça qui m'a un peu dérangé devant ce Pixar pour le coup. Alors moi c'est pas révolutionnaire, mais par contre je peux pas m'empêcher quand même de saluer le boulot des animateurs, parce que quand même le personnage de Flamme, même Flack, hein, à aucun moment tu peux avoir un seul plan du film qui est 100% statique. Tout à fait. C'est-à-dire que elle a toujours sa tête qui bouge avec les flammes, lui il a toujours quelques bulles, et toujours sa mèche de cheveux un peu d'écume sur sa mèche de cheveux, etc. Et en fait tout est toujours en mouvement. Tu peux pas avoir de plan fixe, même la ville bouge quasiment tout le temps, j'ai l'impression. Et même quand les personnages bougent, ils sont jamais solides. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours une espèce
de mouvements très fluides pour le coup. Ce sont des fluides, hein, le feu et l'eau. Mais du coup, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup justement de jeux visuels sur les éléments. Le fait que, par exemple, on a je sais pas comment ils les appellent, ceux de la Terre. Je sais rien. Je sais plus. Mais du coup, à un moment, elle est dans le métro et puis elle touche juste un tout petit peu la feuille d'un mec et il reste plus que le. Il est à poil, littéralement. Bon, c'est assez bateau parce que c'est du feu versus de la végétation, donc c'est logique, mais ça marche bien dans le contexte. Et il y a plein de petites trouvailles dans les décors à chaque endroit, genre quand elle va dans l'immeuble avec les aquatiques, là, il y a plein de petites trouvailles. Il y a des gags textuels où tu te dis bon, Marco Polo c'était un peu facile. Oui, c'est ça. Mais non, en termes visuels. Mais par exemple, le fameux gag qu'on voyait dans la bande-annonce, mais qui est beaucoup mieux dans le film, avec les deux pommiers là qui sont en train de se choper les pommes et qui disent non, non, il n'y a rien, juste de l'effeuillage. Ça c'est drôle, ça pour le coup ça fonctionne. Franchement, honnêtement pour moi, c'est la mise en scène et le visuel sont le point fort indéniable du film. Certes, effectivement, ce côté cartoon qui est un peu classique, mais comme on est dans un contexte qui ne l'est pas, puisque moi sur internet j'ai quand même vu des gens dire que ça ressemblait à un DreamWorks. Je vais trouver moins un DreamWorks avec ce genre de. En fait, je pense malheureusement qu'on a tendance à le comparer parce que dernièrement il y a la bande-annonce du prochain DreamWorks qui a un peu des textures similaires en termes de visuel des personnages, mais c'est uniquement ça en fait, parce que sinon il n'y a pas vraiment de similitude. Je veux dire, c'est l'intérêt en fait qu'ont les Pixar, et je trouve ça fort en fait parce que il y a une époque. Quand c'était un Pixar, on arrivait un peu à le visualiser. Il y avait un travail de l'esthétique, il y avait un travail du visuel, il y avait un jeu autour des personnages, notamment des visages des humains. Je pense forcément aux personnages des humains dans les Toy Story. Ensuite, quand on voit d'autres films Pixar avec des humains, genre par exemple Vice Versa, on voit des similitudes au niveau du physique en termes de personnages. Mais ici, ce qui est fort, et ce que je peux mettre en lien aussi avec dernièrement Alerte Rouge, et dans une autre mesure Buzz l'éclair, parce que Buzz l'éclair avait quand même une démarche un peu différente, c'est que ces films-là ne se ressemblent pas. Il y a très peu de similitudes en termes de composition de personnages, en termes de visuel, en termes de jeu, avec des éléments de décor, des esthétiques. Je veux dire, là où Buzz l'éclair, on serait presque sur une démarche entre guillemets réaliste, et même au niveau du physique des personnages, là où ici sur Élémentaire on est sur quelque chose de très organique, où justement il faut jouer avec des textures de protagonistes, il faut faire en sorte qu'ils soient jamais statiques, qu'ils soient constamment en mouvement. En plus ils vont avoir des visages, mais c'est pas vraiment des visages, c'est un peu greffé dans ce qu'ils sont finalement, c'est-à-dire leur élément. Et à côté en plus Alerte Rouge avait vraiment un travail de l'esthétique et des personnages qui était vraiment marqué, parce que c'était une auteure qui avait envie aussi de rendre hommage à sa culture. Donc du coup c'est très fort en fait, parce qu'on a trois auteurs différents sur trois styles de films très variés qui sont plus ou moins bons, mais qui offrent vraiment une esthétique et un graphisme variés, différents et uniques. C'est ça. Et donc c'est fort finalement. Et après on peut trouver des similitudes, genre je sais pas, moi par exemple je t'avoue que quand j'ai vu les prémices de l'univers du film, je me suis dit oh putain, c'est Zootopie qui rencontre Vice Versa. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est ça, mais pour moi c'est pas négatif, ce sont deux films que j'adore. Ah oui, non. Mais je me suis dit niveau originalité, aïe, ça peut manquer d'esthétique. Finalement, au final, après quand on découvre, en fait la ville d'Element City, elle est pas tant que ça au centre du scénario, contrairement à Zootopie où vraiment on va passer par chaque quartier. Ça s'appelle Zootopie, déjà ça porte le nom de la ville dans laquelle on se trouve. Là, la ville elle sert de décor, et elle sert vraiment d'outil de mise en scène, clairement. C'est plus pour ça qu'elle est là, que vraiment comme quelque chose de vraiment très important. C'est ça. Et évidemment, la comparaison avec Vice Versa se fait justement parce qu'on a ce côté très organique des personnages, très... d'ailleurs, Vice Versa aussi, il y avait toujours du mouvement, c'est-à-dire qu'ils avaient... comment je dirais ça, il y avait un peu une sorte d'étincelle de brillance sur le personnage. Il y avait un relief, il y avait une dimension un peu... Et en fait, même... tu sais, ça faisait des petites... comme des paillettes, tu vois, et en fait, ça brille... Enfin, il n'y avait jamais un moment où, si tu voyais un personnage en plan fixe, il y avait quand même du mouvement dans l'image. Et là, pareil, c'est tout le temps... même les moments où il faudrait que ce soit réaliste ou quoi, ils arrivent à trouver un moyen pour que ça soit
je veux dire, le vert fondu, là aussi, il y a vraiment pas mal de trouvailles visuelles. Honnêtement, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué sur ce film. C'est le côté visuel qui est vraiment très réussi. Mhm. Et les gags visuels qui marchent aussi extrêmement bien. Exactement. Et encore une fois, pour rebondir sur ce que tu évoquais un petit peu au début, la dimension que cet univers vit vraiment. Enfin, je pense à la première fois où on découvre le métro, où on voit qu'il y a une partie des éléments qui se fixent en bas, et que par contre, l'élément de l'air, hop, il va se fixer en haut parce qu'il est capable de pouvoir gérer la gravité. Ouais. Et des tout petits jeux comme ça, mais qui parviennent à jouer justement avec le concept en fait du film. Parce que ça semble bête, mais on pourrait se dire, avec un concept comme ça, l'idée elle est bâclée rapidement, machin, une flamme elle est capable de cramer machin, l'autre il est capable de éteindre machin, et puis c'est tout. Et le fait que ça revienne constamment, qu'on nous montre que ces éléments sur le papier peuvent potentiellement ne pas du tout cohabiter parce qu'ils ne sont pas liés les uns aux autres, et ben ça force du coup cette idée que intérieurement on se dit le personnage va forcément être solitaire et va être coincé dans sa communauté. Et donc mine de rien, même si c'est pas assez fort pour réussir à nous investir pleinement dans la quête de flamme, il y a quand même un impact émotionnel qui passe par le graphisme, par l'esthétique et par le jeu justement avec ce qu'on a devant nous. Donc, exactement. Et puis après, il y a d'autres thématiques qui sont traitées, mais ces thématiques-là sont un petit peu évidentes, le racisme, le sectarisme, etc. Mais ça, encore une fois, c'est bien mis en relief par le scénar, même si c'est pas très subtil, c'est bon de le répéter. Casting. Donc on l'a vu tous les deux en VF. Oui. VF donc porté par un casting qui, à la base, malheureusement, devait être Manon Azem et Donald Renew dans les bandes annonces. Oui. Finalement, c'est Alex Zarkopoulos et Vincent Lacoste. Citons le casting secondaire d'abord, qui est surtout fait de voix quand même un petit peu plus connues. Gabriel Ledos, Coco Noël, Déborah Perret, Céline Monsara, Casey Chase, que moi personnellement j'aime beaucoup et qui je trouve est une doubleuse extrêmement talentueuse, Michel Dodan, Béatrice Michel, Innocent et Katiti. Enfin, la grande majorité de ces acteurs-là en fait sont des voix que l'on connaît. Des voix qui sont habituelles du cinéma de doublage français. Donc eux, il n'y a rien à redire, ils sont vraiment bons. Ouais. Mais donc ce Star Talent. Alors déjà je dirais le positif, Adèle Exarchopoulos m'a beaucoup surpris, mais parce que je pense qu'elle a la même tonalité de voix que Manon Azem. Ce qui fait que du coup, j'ai pas vu trop de diff en fait entre les premières bandes annonces qui sont sorties c'est pas, et le choix d'Adèle Exarchopoulos. Ça m'a pas choqué non plus. Ça m'a pas choqué non plus. Bon, ce que je trouve par contre un peu dommage, c'est que quels que soient les deux acteurs, je trouve que par moment, il y a un manque de conviction dans le jeu. Parce que c'est pas des doubleurs. Parce que c'est pas des doubleurs, et je me demande en fait si le doublage a pas été fait en... Ah bah en sachant qu'il y avait des bandes annonces. Le changement de voix dans les bandes annonces est arrivé genre début juin. Ouais, c'est ça, ça arrive. Ça veut dire que trop vite. J'ai l'impression que le redoublage, parce que si ça se trouve, ils ont dû commencer. Ils avaient eu le même problème avec La Reine des Neiges, sauf que Danny Boone s'en était mieux sorti, où ils avaient commencé à doubler le film avec Emmanuel Curtil. Ils avaient même enregistré les chansons et tout ça. Et d'ailleurs, la bande originale de La Reine des Neiges, le premier, c'est Emmanuel Curtil qui chante. Il y a pas de... Et c'est Danny Boone qui joue. Voilà. Et en fait, dans le film, c'est Danny Boone. Et là, en fait, je pense qu'il y a dû y avoir le même problème. Je pense qu'ils ont commencé à doubler avec Donald Renew et Manon Azem. Et à tous les coups, il y a les marketeurs de Disney France qui sont arrivés. Mettez-nous plutôt des acteurs connus. Sauf que derrière, les équipes je sais pas, il y a eu quelque chose qui n'a pas été assumé parce que on met un Star Talent et on n'en parle pas. C'est ça. C'est vrai qu'ils le mettent pas du tout en avant, sur donc la c'est fiche, bizarre. Donc c'est assez étrange. Et on se retrouve avec un doublage qui est un peu inégal, c'est-à-dire que les deux personnages principaux qui sont ceux qui devraient nous convaincre le mieux, c'est peut-être ceux qui convainquent le moins. Ouais. Et pour le coup, par contre, les personnages secondaires, là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'étais extrêmement surpris de Céline Montserrat, à quel point elle modifie. C'est la mère de Flack, je crois. Tout à fait. À quel point elle modifie sa voix. Alors, au début, je me suis dit, c'est la voix de Dory, et puis après, j'ai fait, ah non, c'est pas elle. Ah, mais si, c'est elle. Et en fait, tout le long, j'ai entendu, mais c'est... Et en fait, elle modifie tellement bien sa voix en fait que t'es pas sûr de qui c'est. Et j'ai trouvé que, enfin, pour le coup, tu te rends compte du talent de la personne qui est capable vraiment de moduler. Alors que Vincent Lacoste, t'entends Vincent Lacoste. Ouais, Vincent Lacoste, c'est le plus problématique. Mais de toute façon, ça avait déjà été évoqué par Mr. Fox dès que les premiers extraits étaient sortis. Alors, j'avoue qu'il y a 2-3 passages qui fonctionnent à peu près bien, mais c'est, je pense, parce que l'émotion qui doit être ressentie est là. Mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un doublage où j'avais autant la sensation d'entendre l'acteur et pas d'entendre le personnage. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment gêné. Parce que il y a des films où parfois tu entends au début l'acteur et puis ça s'efface au fur et à mesure. Ouais.
Et j'avoue qu'au début, j'ai entendu Adèle Exarchopoulos. Mais que rapidement, j'ai réussi à l'oublier parce que je trouvais qu'il y avait un vrai investissement. Vincent Lacoste, j'avais constamment l'impression de ne pas voir Flack, mais de voir Vincent Lacoste qui essaye de jouer. Et c'est vraiment problématique parce que du coup, niveau impact émotionnel, ça te pète une partie de l'immersion. Ouais. Alors après, heureusement, on arrive à y faire face parce que, mine de rien, ça reste un film d'animation, donc on se laisse surtout transporter par ce qui se passe devant nous et pas par ce qu'on entend au niveau des voix. Mais il y a vraiment des moments où je me suis dit, la vache, il pouvait pas un petit peu se motiver là et se dire, vas-y, j'envoie du pâté, j'essaye de m'investir dans le personnage. Non, il passe son temps à avoir son espèce de flegme à la beau gosse, genre, mais pourquoi les gens devraient-ils te juger sur ce que tu es Ah oui, non, mais bah, de toute façon, vous regardez la bande-annonce, vous avez un échantillon nickel, enfin, Nickel, si. nickel Ou niqué, c'est comme on veut. un échantillon oui, représentatif de ce que fait Vincent Lacoste dans le film. Hein. Je crois, c'est de quel droit les gens te disent que tu dois faire ou Oui, pas, c'est ou un ça. truc comme ça. Et c'est fait ouais, de manière. Il n'y a aucune conviction. En fait, Non, dans- c'est toujours ce petit ton un peu condescendant qu'il peut avoir Et et qui fait le charme de certains de ses personnages, mais Et qui c'est là là, que ici, tu te non. dis, c'est là que tu te dis, putain, on a perdu Donald Renew pour ça, quoi. Et tu sais que moi, à la base, j'avais entendu parler de Pierre Ninet sur le doublage de Élémentaire. Pierre Ninet et Adèle Exarchopoulos, et je m'étais dit, ah, il y a de l'idée, sachant que Pierre Ah, mais Ninet, il pourquoi avait pas, déjà enfin- doublé un personnage chez Encore une Pixar. fois, les Star Talent, c'est pas forcément négatif, à condition Exactement. que ce soit bien fait. Je veux dire, tu prends Malik Bentala en Sonic, c'est. Enfin, il y a vraiment des moments où tu te dis, pour le coup, ils ont choisi le mec juste parce que fallait mettre son nom dessus. Oui, quoi. c'est ça, voilà. Ou même Et- François Civil, d'ailleurs, pour Buzz l'éclair, qui avait été Exactement. vivement critiqué à l'époque, et qui, au final, s'en sortait pas trop mal, et se faisait presque oublier, en fait, Ah dans oui, le rôle oui. de Buzz l'éclair. Mais là, ben, on est dans le cas d'un Star Talent un peu too much. Et alors, est-ce que c'est parce que Vincent Lacoste ne sait pas doubler ou est-ce que c'est qu'il n'a pas eu le temps Peut-être. d'aller plus loin? Parce que franchement, je suis à peu Mais le près- paradoxe, c'est qu'Adèle Exarchopoulos s'en sort bien, et qu'elle, c'est sa vraie première expérience. Alors, je crois Ouais. que Vincent Lacoste a déjà fait ça par le passé. Donc, du coup, on se pose vraiment la question de est-ce que c'est une très mauvaise direction, ou est-ce que c'est juste Vincent Lacoste qui, pardon, excuse-moi Vincent si jamais tu regardes ça, mais n'en a rien à branler. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais c'est effectivement un point noir du film en VF. Hmm. C'est malheureusement le casting vocal des personnages. Enfin, surtout de De Flack. flac. De flac. Dans une moindre mesure de Flamme quand même. Je trouve que. Flamme, ça se ressent moins, je trouve. Ça se ressent moins, mais je peux pas m'empêcher quand je compare les deux versions de la bande-annonce Ah bah, c'est de sûr me dire que oui. que Azem, c'est ça? Ouais, Manon Azem avait un peu plus de conviction dans sa voix que ce exactement. qu'on a avec Adèle Exarchopoulos. Tout à fait. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo sur Élémentaire. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Romain? Bah, j'en retiens que pour une fois qu'on a un Pixar au cinéma, c'est un petit peu dommage que ça soit pas une claque comme à la vice versa, et que bon pareil ce soit un peu gâché par ce fameux doublage. Mais je me dis, bah, pour qu'on puisse continuer à voir des Pixar au cinéma, bah, il faut le voir au cinéma en fait. Enfin, honnêtement, à mon avis, c'est le dernier. Enfin, je sais pas, vu les résultats du Alors, box- vu les résultats du box-office à mon américain, avis, c'est fini. ça devrait être Pixar ça. au cinéma, c'est. Après, je me dis que le public français, généralement, quand il y a des films pour les enfants, il est beaucoup plus motivé. Donc Ouais, j'ai mais envie de croire que peut-être en France, Disney va se rendre compte que les Pixar doivent sortir au cinéma. Ouais, mais c'est pas Disney France qui décide. Après, je sais bien, mais bon, Inch'Allah, j'ai envie de croiser. Enfin, je les pense- doigts. je- Ne me je- fais pas perdre foi dans l'humanité, Non, mais s'il te moi, plaît. je suis quelqu'un qui est relativement. Enfin, quand il s'agit de marketing et tout ça, je me dis si ça marche pas au box-office, ils le foutront sur Disney. Donc, c'est clairement. J'ai un peu peur que ça soit le dernier Pixar au cinéma. Faut voir son deuxième week-end aux États-Unis en fait. C'est Voilà. le deuxième week-end aux États-Unis qui va jouer, qui va forcément avoir de l'impact. Peut-être Là. même pas le deuxième week-end, c'est qu'on va arriver sur les vacances d'été et où là effectivement, le film. il y a Peut-être pas de- sur le long terme, Il y a parce une que- concurrence d'ailleurs qui arrive. Bah, pas pour les films pour enfants. Il y a une concurrence Si, pour il y a pas des les Tortues blockbusters. Ninja qui débarquent, Ah, c'est loin, c'est en août Non, ça. c'est loin, ok. C'est en août ça. Donc, non, oui, effectivement, vu qu'il n'a pas de concurrence, probablement qu'avec les vacances d'été, ça a un peu remonté. Mais vu le démarrage, je suis un peu. Bon, c'est dommage parce que franchement, le voir au cinéma, c'est quand même. Bon, ça. Maintenant, on a des télé 4K, c'est très bien, mais il n'y a pas on n'est pas concentré dessus en fait. Voilà, C'est pas la même. Et du coup, le voir au cinéma, tu vois plein de détails que tu verrais pas quand tu regardes à la télé parce que bah, tu sors ton téléphone ou enfin, C'est ça. donc c'est important. C'est dommage d'ailleurs de pas. Je pense que Alerte Rouge aurait pu marcher au cinéma. Oh oui, quand non, même. non, mais clairement. Et là, malheureusement, bon bah on a un film qui est pas.
c'est pas le haut du panier chez Pixar, quoi. Voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, tu vois, je me dis, ils auraient dû inverser, sortir Alerte Rouge au cinéma et celui-là sur Disney+, s'ils avaient vraiment voulu. Buzz l'éclair aussi sur Disney+, ça aurait pas été une grande perte. Oui, ça aurait pas été une grande perte, clairement, ça je suis d'accord. Bon, Soul, ça se comprend, il y avait les confinements, bon, mais ouais, moi c'est surtout le côté échec au box-office que je retiens de ce film, où je me dis... C'est dommage, c'est dommage. Bon, après, il y a eu un gros problème de marketing. Je trouve que, suffit de voir d'habitude, un Pixar, quand Disney veut vraiment le vendre, il y a des affiches partout. Là, j'ai plus d'affiches de Final Fantasy XVI que d'Élémentaire, et j'ai vu plus d'affiches pour la saison 3 de The Mandalorian au début de l'année que j'en ai vu pour Élémentaire. Donc, forcément... Non, mais il y a une remise, en fait, il y a une remise en question profonde de la part de Disney sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire, parce que pour moi, ce film a un vrai potentiel, ce film est bon, ce film est certes, comme tu disais, pas le haut du panier de Pixar, mais reste un panier que moi personnellement j'ai bien envie de remplir et que j'ai envie d'amener jusqu'en bout de caisse. C'est un bon film, c'est un film avec une histoire qui est tout de même assez forte au point de vue des thématiques, qui est pas parfaite non plus en termes de structure globale, mais qui reste beau, entraînant, touchant même par moments. C'est un film qui devrait marcher. Je pense que c'est un film qu'on a tendance à juger parce que on le voit un peu comme un pot pourri de ce qui a déjà été fait par le passé, alors qu'heureusement ça va beaucoup plus loin. Mais après il y a cette vraie remise en question qu'il faut avoir de la part de Disney, de est-ce qu'on porte vraiment un film ou est-ce qu'on le lâche en disant regardez, c'est peut-être le dernier Pixar que vous allez avoir au cinéma, sans justement le mettre tant que ça en avant. Certes, il y a eu beaucoup de bandes annonces qui sont passées, mais à l'extérieur, pour les gens qui ne vont pas si souvent que ça au cinéma, je pense qu'il y en a plein qui ne vont même pas être au courant que ce film sort à cause du fait qu'il n'y a pas assez de pubs. Et c'est vraiment dommage, encore une fois. Et pour te donner une idée, il y a plus de pubs pour Indiana Jones, qui je pense les intéresse plus, que pour Élémentaire. Ce qui est un vrai paradoxe, parce que c'est la même boîte qui sort le film, et il n'y a pas le même investissement. Mais ça fait plusieurs fois que Disney a ce problème-là. Il y a des films où Ralph, c'était la même chose à l'époque. Il y a pas mal de... Disney a ce gros problème où il y a des moments, tu sais pas pourquoi, ils vont complètement lâcher un film en termes de marketing et ils se disent... Et ils se concentrent sur le suivant parce que ils n'ont pas le temps de faire 2 campagnes de publicité. Ouais, et c'est le grand problème lorsque tu es une major qui a racheté un petit peu trop de choses. Ouais, c'est un peu con parce que c'est pas du tout le même public entre Indiana Jones et Élémentaire. Oui, mais c'est la même boîte, donc c'est le même coût financier. Donc ils préfèrent miser sur un et pas miser sur l'autre. Ouais. C'est le grand problème. Mais allez voir Élémentaire de Peterson, oui, c'est bon. Et encore une fois, si on n'y va pas, faudra pas râler derrière qu'il n'y a pas de Pixar qui sont au cinéma. C'est comme pour les remakes, si vous allez voir des remakes, faut pas râler qu'il y a des remakes. Exactement, c'est bien dit. Merci mon cher Renan d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais je pense que ça sera vite. Nous verrons bien. Ouais, je sais. Parce que moi j'en ai aucun qui me vient en tête là. Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Si tu l'as. Manor Hanté. C'est en fin d'année. C'est au mois de septembre-octobre je crois. Ah, peut-être bien. Bah voilà, on l'a mis prochain rendez-vous. C'est parfait. Je crois, hein, j'ai...